Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Participation à la DEMOCRATIE locale en France. Chapitre 1. DEMOCRATIE, REPRESENTATIVE DEMOCRATIE, participative. Jean Tournon. Les campagnes électorales, récentes ou prochaines, et les médias donnent l'impression que nous sommes entrés dans l'ère de la démocratie participative et que nous vivons donc la fin de l'ère de la démocratie représentative, cette époque où le citoyen n'était qu'un électeur, c'est-à-dire souverain tous les 5, 6 ou 7 ans et muet le reste du temps. Pareille chronologie est doublement fautive. Premièrement, la démocratie représentative n'est nullement dépassée, elle a encore de beaux fruits à porter. Ce serait folie de chercher à s'en débarrasser, surtout tant que nous ne sommes pas certains d'avoir trouvé nettement mieux en échange. C'est pourquoi ce chapitre débutera par un éloge de la démocratie représentative. La deuxième erreur, c'est d'appeler démocratie participative les diverses stratégies concoctées par des élus ou des spécialistes et qui sollicitent un petit nombre de citoyens pour qu'ils parlent à la place du grand nombre, autrement dit pour représenter la totalité. Il me semblerait plus exact dans ce cas de parler de démocratie représentative bis. De même que nous nous interdisions pragmatiquement de dénigrer la démocratie représentative originelle, nous ne dirons aucun mal des dispositifs de cette démocratie représentative bis que tant d'élus dans tant de villes se donnent beaucoup de mal à mettre sur pied et à maintenir en vie. En revanche, il ne faut pas manquer de nous demander s'il ne serait pas plus judicieux de commencer par le commencement, en reconnaissant que les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas participer ou de peu participer quand ils se trouvent face à un système politico-administratif local excessivement complexe, beaucoup trop difficile à atteindre et à faire bouger. La logique demande en effet de ne pas autant miser sur des politiques visant à inciter les citoyens à s'engager tant que l'on n'a pas évalué et combattu tout ce qui les dissuade de s'engager. Autrement dit, ne serait-il pas judicieux d'investir en priorité dans une réforme du système de démocratie locale, actuellement largement illisible et inaccessible, plutôt que dans le prêchi-prêcha et les gadgets participatifs ? Énoncer et justifier cette priorité de la chasse aux obstacles structurels à la participation à la vie démocratique locale est suffisamment à contre-courant et difficile pour que nous nous efforcions de rester focalisés sur ces problèmes, sans dériver vers la prise en charge d'autres catégories d'obstacles. Nous savons bien qu'ils existent et font eux aussi des ravages. Obstacles personnels, rencontrés par ceux que la misère économique ou psychologique tient éloignés de la vie collective. Obstacles légaux, par exemple concernant le droit de vote, âge de majorité, nécessité d'avoir un domicile et la citoyenneté française, etc. Mais ce ne serait pas sérieux de prétendre en traiter, alors que nous avons déjà un travail énorme et ambitieux à faire sur les obstacles institutionnels spécifiques à la démocratie locale. Éloge de la DEMOCRATIE, REPRESENTATIVE. Le modèle de la démocratie représentative est peut-être fruste, mais il comporte de fortes exigences. Puisque l'élection, de gouvernants ou de représentants en est le temps fort, celle-ci ne doit être ni simulacre ni sans portée. Pour cela, le vote doit être émis par un citoyen correctement informé. Or, celui-ci ne pourrait pas collecter une information convenable en ne s'intéressant à la vie politique que quelques jours ou même quelques semaines avant de mettre son bulletin dans l'urne. Par conséquent, la démocratie représentative est de fait participative en continu sur les terrains de l'information, de la réflexion et sans doute du débat entre citoyens. De plus, la démocratie représentative requiert la bonne qualité de l'information fournie aux électeurs, ce qui veut dire sincérité des élus pendant qu'ils sont au pouvoir et des candidats pendant la campagne électorale, tous pouvant s'exprimer au moyen de médias sérieux et pluralistes. On voit bien qu'il y a encore du chemin à parcourir pour simplement opérationnaliser et concrétiser les espoirs que la démocratie représentative a fait naître dans les siècles passés. Ce qui n'empêche que, parallèlement, d'autres progrès soient possibles, souhaités par des citoyens devenus de plus en plus instruits et disponibles, d'où le mouvement actuel tout à fait légitime, en faveur d'une démocratie plus et mieux participative que ne l'était la démocratie représentative.
Encore faut-il partir dans la bonne direction. Le mauvais DEPART de la DEMOCRATIE, participative. Au nom de la participation, nous avons vu fleurir ces dernières décennies une impressionnante quantité de procédés ou dispositifs participatifs. Cette inventivité a deux caractéristiques principales. Elle est le fait d'élus, et non d'habitants, qui y investissent de leur temps et de l'argent public. C'est quelque peu paradoxal, puisque l'on se serait attendu à ce que ce soit les citoyens qui luttent pour obtenir des élus qu'ils entr'ouvrent les portes de leur cénacle. Il faudra quelques jours creuser ce paradoxe. Elle consiste essentiellement à nous fabriquer des représentants, les conseils ou aréopages consultatifs de toutes sortes, les jurys citoyens, les sondages, les conférences de consensus, les groupes focus, etc., ont en effet comme point commun de produire une parole censée être la nôtre, à nous citoyens. Cette effervescence d'élus qui, étant déjà nos représentants, ont recours à tous ces dispositifs censément participatifs, mais en réalité représentatifs, a certainement eu des bons côtés. Elle a pu aider des élus à améliorer leur prise de décision et des habitants à s'informer et à s'exprimer. Mais notre exigence démocratique ne peut s'en satisfaire. S'il doit y avoir une politique menée spécialement en faveur de la participation démocratique, ce qui n'est pas démontré, elle ne peut certainement pas consister à faire parler un échantillon d'habitants, elle doit nous viser tous. Il est irrationnel de multiplier, souvent à grand bruit et à grands frais, de fragmentaires dispositifs incitatifs au sein d'un système démocratique local qui est globalement dissuasif pour la participation civique. La priorité doit être de recenser tous ces obstacles structurels, c'est-à-dire venant de l'agencement des institutions et des pratiques de leurs acteurs, et de chercher à supprimer ces obstacles ou au moins à les rendre le moins nocifs possible. Je voudrais, avant que les prochains chapitres entreprennent cette lourde tâche, montrer concrètement l'ambiguïté de la démocratie représentative bis, en faisant une analyse du plus répandu de ces avatars, le conseil de quartier, issu de la loi démocratie de proximité de 2002. Le meilleur et le pire, les conseils de quartier. Pour parachever la distinction entre le représentatif et le participatif, je vais contraster au besoin en forçant le trait, ce que peut être un conseil de quartier sous un bon maire et sous un mauvais maire. Comme vous le savez, tout là-dessus dépend du maire puisque le législateur lui a donné carte blanche pour composer et faire fonctionner ses conseils. Les parlementaires, notamment grenoblois, avaient obtenu des amendements au projet de loi. En particulier, le maire aurait eu l'obligation de consulter les associations d'habitants avant de découper la ville en quartiers et d'instituer dans chacun d'eux un conseil, mais la conférence paritaire sénateur-député a balayé ces amendements pour garantir qu'il n'y ait aucune entrave au pouvoir du maire. Le mauvais maire place dans le conseil de quartier ses fidèles, des gens de son camp, plus quelques personnes dont il est sûr qu'elles n'élèveront pas ou pas trop fort la voix contre lui. Il sélectionne quelques problèmes à lui confier, pas trop importants car même bien intentionnés. Le conseil de quartier pourrait lui faire perdre du temps, et par la suite, il viendra écouter le conseil chipoter sur quelques détails de ses projets mais globalement, en chanter les louanges et les estampiller, vus et approuvés. Point n'est besoin d'une longue analyse pour établir qu'un tel conseil de quartier n'a vraiment rien de participatif. Que le maire ait réuni là ses sympathisants n'a absolument rien changé à la participation de l'ensemble de ses concitoyens à la vie démocratique locale. Au contraire, ces manœuvres peuvent être dénoncées comme étant finalement antiparticipatives. Une parodie de concertation éloigne encore un peu plus les citoyens de toute envie de s'impliquer dans la vie de la collectivité territoriale, car ils n'ont aucune envie d'y être bernés. Le mauvais maire va se servir du conseil de quartier pour couper l'herbe sous le pied des personnes ou associations qui pourraient à leur manière essayer d'organiser une certaine participation. Elle voulait débattre d'un de ses projets ? Il les désarçonne, les neutralise en faisant donner de la voix à son conseil de quartier. Enfin, en jouant de l'homophonie entre comités de quartier, association loi de 1901, créée et fonctionnant de manière indépendante, et conseil de quartier, organismes paramunicipaux contrôlés par lui, il sème la confusion et décourage définitivement la participation des citoyens non avertis ou allergiques aux petites guerres de voisinage. Mais l'analyse doit aller encore plus loin, et condamner le mauvais maire pour atteinte à la démocratie représentative.
Celle-ci est en effet bafouée parce qu'il a truqué et saboté le processus d'information et de débat des électeurs. On voit bien dans ces conditions que le conseil de quartier, imposé par la loi de 2002, peut être la pire des choses, tant du point de vue participatif que du point de vue représentatif. Pourtant, avec un bon maire, un conseil de quartier peut être la meilleure des choses. Par son entremise, le maire va non seulement fournir et mieux diffuser une information candide et pertinente sur les principaux problèmes de la cité, mais aussi donner les moyens à ses concitoyens d'en débattre avec lui à armes égales, éventuellement avec l'aide d'experts extérieurs. Après un certain rodage, le conseil de quartier sera même en mesure d'intervenir très en amont, dans l'expression des besoins et l'élaboration de réponses alternatives susceptibles d'y être apportées. Enfin, le conseil de quartier du bon maire est l'inlassable sergent recruteur de la démocratie participative. Il s'ingénie à atteindre tous les coins de son quartier, toutes les catégories de ses habitants, et à montrer par son action que les affaires publiques sont non seulement connaissables par tous, mais source de formation et épanouissement personnel, source aussi de dialogue enrichissant et d'estime entre concitoyens. L'éducation civique qu'il prodigue à partir du traitement de problèmes de la vie quotidienne inclut l'acceptation des différences, du compromis et parfois, de la défaite selon les règles de la démocratie. Elle inclut aussi la perception depuis un petit morceau de ville des plus larges contextes, locaux, nationaux et internationaux, dans lesquels se situent et souvent se déterminent des questions que l'on croyait simplement de proximité. Enfin, elle se heurte, un jour où elle autre, aux obstacles structurels qui empêchent élus et électeurs de prendre en main la réorganisation de leur collectivité territoriale et les responsabilités juridiques et financières, qui sont indissociables de la démocratie, et alors tous ne peuvent manquer de rêver qu'on se saisisse un jour quelque part de leurs aspirations réformatrices et qu'on leur trouve un débouché. Chapitre 2. DEMOCRATISER, d'abord. Marion Paoletti 13. Un bilan des pratiques participatives doit se demander si elles affectent le processus classique de décision au niveau local, et il serait sans doute exagéré de prétendre que rien n'a changé depuis la réforme de la décentralisation, et que le système politique se reproduit à l'identique quels que soient les discours valorisant l'implication des citoyens. La rhétorique participative, cycliquement portée sur le devant de la scène, s'est incarnée depuis le début des années 1990 dans une série de dispositifs législatifs concernant des domaines toujours plus nombreux. Et au plan local, des dispositifs concrets, variés sont expérimentés durant chaque mandature. L'appel à la participation des habitants devient une norme de l'action publique contemporaine. Pour autant, au regard du caractère ancien et cyclique de la mise en avant de la participation des habitants, les effets sur le système politique demeurent marginaux. Nous restons dans le cadre d'une démocratie à la fois représentative et présidentialiste au sein de laquelle la phase de participation des habitants et la prise de décision finale demeurent, dans les têtes, dans les textes et dans les faits, largement déconnectées. Dans les années 70, la thématique de la participation des habitants était au plus haut, portée à gauche par les autogestionnaires et à droite par les giscardiens. Mais dans les années 1980, alors que se précise la réforme institutionnelle de la décentralisation, cette thématique a quasiment disparu. Puis elle opère un grand retour dans les années 90, portée par des élus locaux soucieux de faire face à la panne de l'action publique. Il s'agit d'être efficace dans les décisions publiques en y associant des citoyens en amont. Le dispositif législatif sur la participation locale enregistre ces nouvelles croyances qui, véhiculées par les théoriciens du management public, peuvent apparaître éloignées de la redéfinition des relations entre gouvernants et gouvernés que charriaient les ambitions autogestionnaires. Enfin, dans les années récentes, et même si elle est en partie concurrencée par le discours sur la proximité, la thématique participative fait l'objet d'un consensus à droite et à gauche, comme le signalent les campagnes électorales des municipales de 2001 et 2008. On ne peut manquer d'être frappé par le caractère cyclique et routinier de l'appel à la participation des habitants, comme s'il faisait partie d'un décor local immuable et inchangé. 25 années de politique de décentralisation semblent n'avoir modifié le cours des choses qu'à la marge. Les habitants enquêtés témoignent d'ailleurs à l'égard des dispositifs participatifs proposés, principalement par les municipalités, d'un grand scepticisme.
Les conseils, comités, réunions suscitent d'abord un réflexe de défiance et une suspicion de manipulation. Sans doute faut-il chercher les raisons de ce scepticisme dans les silences de la décentralisation, les non-réformes qui rendent peu crédible l'appel à la participation des habitants, le sacro-saint statu quo. Comment les lieux de décision que sont supposés être les collectivités locales pourraient-ils efficacement associer des citoyens alors que, d'une part, les décisions se prennent souvent ailleurs et à quelques-uns et que ces institutions représentatives sont peu habituées, d'autre part à la collégialité et à la discussion? Les possibilités de participation des habitants au plan local dépendent principalement de changements à apporter dans l'organisation des collectivités locales et d'une transformation de la démocratie représentative locale. Les carences de la démocratie représentative locale, même si elles ne doivent pas faire oublier les progrès accomplis depuis 1982 et la première loi de décentralisation, éclairent les faux-semblants de la démocratie participative locale. Pour que la participation des habitants change la donne, sans doute faudra-t-il des institutions représentatives fortes, capables de redéfinir leurs relations avec les habitants. Les possibilités de démocratisation des institutions locales sont elles-mêmes tributaires d'un changement qui a pour lui la force de l'évidence, mais se heurte depuis des années maintenant au corporatisme le plus étroit. La décentralisation est faite par les élus locaux pour les élus locaux, proclamait Patrick Devedjian, alors ministre des Libertés locales, au Sénat, pour lancer la révision constitutionnelle de 2003. Cette phrase a le mérite de décrire sans faux-semblant la réalité. Le corporatisme des élus est puissant dans notre République, et puissamment à l'œuvre depuis le début de la décentralisation. Les incohérences, les coûts et la complexité de la décentralisation ne lui sont pas étrangers, comme les silences persistants en matière de démocratisation locale. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont composés d'élus locaux, et les associations corporatistes d'élus locaux sont les groupes d'intérêt les plus aptes en France à donner force de loi à leurs revendications. Oui, la décentralisation est faite par les élus locaux pour les élus locaux. Les pouvoirs sont centrés sur eux, cet avantage à qui les rassemble. Peu importe ensuite qu'ils ne soient pas d'accord entre eux, défendant qui la commune, qui l'intercommunalité, qui le département, qui la région. Au final, la décentralisation est anarchique et coûteuse dans la distribution du pouvoir et des compétences. La France des collectivités locales est en effet un système féodal structuré comme un millefeuille de fief opaque où le pouvoir s'exerce au plus grand profit d'une corporation d'élus cumulants. Ce n'est pas une fatalité. La décentralisation pourrait être faite par des parlementaires, pour des citoyens et animée par des élus locaux. Si le préalable du mandat unique à l'Assemblée nationale était acquis, des réformes simples, évidentes, deviendraient possibles pour rendre davantage conformes aux standards démocratiques les institutions locales et crédible l'appel à la participation des habitants de la part des élus locaux. TIMIT PROGRES en DEMOCRATIE, REPRESENT-ATIVE. La démocratie locale est strictement élective. L'article 72 de la Constitution est clair. Les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus. Dans le cadre bien fixé de cette démocratie représentative, quelques réformes institutionnelles sont venues démocratiser la représentation locale depuis 1982. Des élus locaux davantage à l'image de la société ? Selon le principe de la démocratie représentative, les élus prétendent représenter l'ensemble des citoyens. Or l'univers social des élus locaux est bien éloigné de la population dans son ensemble, en particulier à partir des communes de plus de 3500 habitants. Certes, la représentativité sociale des élus locaux n'est pas directement l'objet des réformes de la décentralisation. Néanmoins, cette réforme censée rapprocher le pouvoir des citoyens aurait pu élargir les bases sociales des élus locaux. Il n'en a rien été, car à promouvoir un monde de complexité et de professionnalisme, la décentralisation a surtout fait de l'exercice des responsabilités locales une affaire de cadre et de profession libérale, comme le montre Michel Keubel qui s'est efforcé de dresser un bilan synthétique de la sociologie des élus locaux. L'univers communal est d'abord marqué par la diversité. 28 000 communes ont moins de 1000 habitants et plus de 34 000 moins de 3 500, un peu plus de 400 en ont plus de 20 000,
et un peu plus d'une centaine plus de 50 000. C'est dire qu'on aurait tort de confondre l'élite des maires, ceux qui sont à la tête des grandes agglomérations et disposent de plusieurs mandats, avec la grande masse des maires. Ainsi, pour les maires élus en 2001, si la catégorie cadre et profession intellectuelle supérieure représente 15,5% des maires de communes de moins de 3 500 habitants, elle représente 44,5% des maires des communes plus grandes. Quant à la catégorie agriculteurs exploitants, elle fournit 21,3% des maires des communes de moins de 3 500 habitants et 1,8% des autres. Toutefois, et quelle que soit la taille des communes, le processus électif apparaît bien comme un processus élitiste. Ainsi, les cadres supérieurs sont 3 fois plus représentés chez les maires que dans la population, alors que les ouvriers le sont 10 fois moins, seuls 1,5% des maires sont des ouvriers. Si les agriculteurs conservent un poids important, en 20 ans leur place s'est réduite de moitié parmi les maires, même si certains sont présents dans la catégorie retraités. Une autre évolution importante est justement la place prise par les retraités. Ils atteignent désormais presque le seuil de 30% des maires. Certes, les maires tentent, en recrutant des colistiers, de mieux représenter la diversité de leur commune. Mais cette composition, d'abord symbolique, ne correspond pas vraiment à une distribution réelle du pouvoir politique. Si l'on porte le regard vers les autres mandats locaux, ce constat des distorsions dans la représentativité des représentants locaux peut être dupliqué. Toutefois, la progression des catégories employées et professions intermédiaires, mais aussi sans profession, au sein des conseils régionaux est assez nette. Elle n'est pas sans rapport avec la féminisation de ces assemblées. L'entrée des oppositions dans les assemblées locales, un pluralisme insuffisant. Des progrès non négligeables ont été accomplis depuis 1982 par la modification des modes de scrutin, tant au niveau des communes de plus de 3 500 habitants que des régions, permettant l'existence et la structuration des oppositions politiques au sein de ces assemblées. Le changement du mode de scrutin municipal a notamment permis dès 1982 l'entrée des oppositions dans les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants. Auparavant, la liste qui arrivait en tête remportait tous les sièges. Ce mode de scrutin de liste majoritaire peut être considéré comme typique d'une mentalité autoritaire, car il annihile toute possibilité d'existence pour les oppositions. Il demeure aujourd'hui en vigueur pour les communes de moins de 3 500 habitants, sa logique autoritaire étant atténuée par la possibilité de panachage. Dans la réforme de la décentralisation, le seuil de 3 500 habitants est régulièrement retenu pour traiter à part le cas des communes rurales, en les exemptant le plus souvent des mesures de démocratisation appliquées aux autres communes, comme si la démocratie s'y épanouissait naturellement. Or, la proximité n'est pas exempte de paternalisme et d'autoritarisme dans les communes de petite taille, et l'optimisme radical à leurs propos, véhiculé en particulier par le Sénat, empêche régulièrement d'organiser le pluralisme en leur sein. La définition du mode de scrutin régional connaît depuis 1982 des tâtonnements qui aboutissent aujourd'hui à bipolariser le scrutin régional et à limiter les possibilités de représentation des différentes sensibilités politiques. Depuis 2003, un compromis a permis de régionaliser en partie le scrutin. Les listes sont régionales avec une tête de liste régionale et des sections départementales. Au motif, relativement incantatoire, de rendre les conseils régionaux gouvernables, le mode de scrutin régional a été partiellement municipalisé. Une première fois en 1999, avec la mise en place d'un scrutin à 2 tours avec une nette prime majoritaire comme pour le modèle municipal. Une deuxième fois en 2003, afin d'exclure du second tour toutes les listes qui n'auraient pas atteint 10% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, une liste arrivant en tête avec plus de 35% des suffrages exprimés au second tour est assurée de contrôler plus de la moitié des sièges, et les petits partis politiques qui avaient à des degrés divers perturbé le jeu politique régional depuis 1986 n'ont plus cette possibilité. Rien de changé en revanche dans l'archaïsme cantonal. Les conseillers généraux sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours, dans le cadre du canton, favorisant une bipolarisation assez peu représentative de la diversité politique des Français. La surreprésentation des cantons ruraux au détriment des cantons urbains persiste.
Les conseillers généraux se font les défenseurs de leur canton, au détriment d'un hypothétique intérêt départemental qui peine à émerger dans les conseils généraux. Le Sénat veille au maintien d'un statu quo tout à fait insatisfaisant. Partout, l'infériorisation numérique des oppositions est d'autant plus problématique que leur font défaut les moyens efficaces de contrôle et d'interpellation de l'équipe majoritaire qui sont normalement ceux des oppositions dans un régime parlementaire ou présidentiel. Pourtant, quelques progrès ont été enregistrés en la matière. La loi du 6 février 1992, par exemple, dote les oppositions de quelques moyens, notamment matériels. Elle pose un principe: tout conseiller municipal a le droit d'être informé des affaires de sa commune. Qu'une telle évidence, saluée à l'époque comme un progrès de la démocratie locale, soit inscrite à la fin du XXe siècle dans la loi donne une idée de la pratique du pouvoir au sein des collectivités locales. La loi du 27 février 2002 confère des moyens un peu plus substantiels aux oppositions, mais toujours limités au regard de ce qu'ils devraient être. Faut-il ricaner parce que les oppositions ont dorénavant le droit de poser des questions orales à la majorité, sans que celle-ci n'ait d'obligation de réponse? Peut-être pas. Cela donne l'occasion aux oppositions de rendre publique leur position dans des débats susceptibles d'être retranscrits par la presse. Ces mesures peuvent-elles limiter la propension naturelle des détenteurs d'un exécutif à l'autoritarisme et à l'excessive personnalisation du pouvoir? C'est peu sûr. D'un côté, l'entrée des oppositions dans les conseils municipaux semble avoir renforcé la tendance à décider à quelques-uns, au sein d'opaques cabinets, et à n'envisager la discussion devant l'Assemblée municipale que comme une simple formalité. D'un autre côté, les conseillers d'opposition, ayant enfin accès au dossier, découvriront nombre d'anomalies qui certes alimenteront la chronique des affaires, mais produiront aussi sans doute des effets vertueux. Une information accessible à défaut d'être lisible. Les lois de décentralisation depuis 1982 ont consolidé le principe de la publicité des actes administratifs comme de leur accessibilité aux administrés. Ces principes d'information et d'accès aux documents administratifs relèvent d'un mouvement antérieur, affirmé à la fin des années 1970. Par la suite, la plupart des étapes de la réforme décentralisatrice insistent sur cette publicité des actes pris par les collectivités locales et affirment leur nécessaire mise à disposition du public. Par exemple, les documents budgétaires doivent être assortis de données synthétiques sur la situation financière des collectivités locales, portant sur l'exercice en cours et sur les 2 exercices précédents, ainsi que des éléments de comparaison relatifs aux collectivités d'importance démographique comparable et portant sur le dernier exercice connu. Ce n'est pas pour autant que l'information financière des collectivités locales est lisible. Est-il normal que la seule source lisible et exhaustive soit celle que l'État propose à travers le ministère des Finances et la Direction générale des collectivités locales? Les collectivités locales ne pourraient-elles pas faire un effort de communication sur leurs finances? La masse des informations fournies ne garantit pas sa pertinence et son intérêt. Au contraire, on s'y noie sans qu'aucun élément saillant ne surgisse et une telle masse absconse n'intéresse pas les citoyens peu demandeurs. Prenez la transparence, dans l'abstrait. Mettre à disposition une foule d'actes administratifs ne garantit ni la lisibilité, ni la sincérité et fournit peu de moyens de comparer les choix effectués et les politiques publiques menées par une collectivité locale. Ce dont nous avons besoin, c'est bien d'une évaluation fiable et indépendante, accessible et lisible, de politiques publiques locales souvent concurrentes et parfois désordonnées. Précieuse Chambre régionale des comptes. La réforme de la décentralisation a mis en place un contrôle budgétaire, financier et comptable des collectivités locales et de leurs établissements publics exercés par des institutions indépendantes, constituées de magistrats spécialisés et géographiquement proches des collectivités contrôlées. Les chambres régionales des comptes sont en quelque sorte des miniatures ou des reproductions régionales de la Cour des comptes. Après leur mise en place en 1982, des épisodes législatifs successifs, en 1988, 1990, 1993 et 1995, sont venus accroître les pouvoirs des chambres régionales des comptes, leur capacité d'investigation. En tant que juges a posteriori des comptes des collectivités territoriales, elles exercent une fonction juridictionnelle. Près de 41 000 comptes relèvent de leurs compétences.
Le délai moyen de jugement des comptes est de 4 ans. Le paiement irrégulier de dépenses reste la première cause de mise en jeu de la responsabilité, particulièrement s'agissant des dépenses de personnel. Les chambres produisent alors des jugements sur les comptes qui peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour des comptes. Par ailleurs, dans leur activité de contrôle des actes budgétaires, les chambres régionales des comptes doivent être saisies par le préfet, plus rarement le comptable public, pour émettre des avis. Elles ne peuvent s'autosaisir en ce domaine. Quand le budget de la collectivité publique n'est pas voté dans les délais, ou qu'il est voté en déséquilibre, quand le compte administratif est en déficit ou encore quand une dépense obligatoire ne figure pas au budget, l'autorité administrative saisit la Chambre régionale des comptes qui formule, par un avis public, des propositions de modification. Enfin, de manière libre, les chambres régionales des comptes peuvent examiner la gestion des collectivités territoriales, c'est-à-dire de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs, en présentant aux collectivités territoriales des observations sur leur gestion. En 2004, elles ont rendu 686 rapports d'observation définitive. Au vu de certaines propositions de loi, d'une enquête menée par l'AMF, Association des maires de France, auprès des maires, du dépôt de certains amendements ou encore d'un rapport de la Commission des finances du Sénat sur les chambres régionales des comptes, c'est cette dernière activité qui semble la moins acceptée par le monde des élus locaux. Nombre d'élus locaux déplorent surtout la médiatisation, jugée excessive, des observations provisoires que les chambres régionales des comptes peuvent être amenées à formuler sur la gestion des collectivités locales. Cette publicité jetterait l'opprobre sur l'ensemble des élus locaux, alors même que la quasi-totalité des collectivités locales sont gérées de manière régulière. La Commission des finances du Sénat notait même que cette médiatisation contribuerait à alimenter les fantasmes des mouvements extrémistes qui se nourrissent, par amalgame, des éventuels dysfonctionnements de la gestion locale, et de manière plus générale, des incidents de parcours de la démocratie représentative pour tenter de déstabiliser notre système politique. Les velléités d'imposer le secret et de limiter le contrôle des chambres régionales des comptes sont bien évidemment dommageables pour l'ensemble des citoyens et doivent être combattues. Que les travaux des chambres régionales et leur caractère public puissent exercer une forme de pression sur les élus, chacun en convient. De là à considérer ces effets comme négatifs, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Un statut pour les élus, la voie inachevée d'une bonne spécialisation politique. La décentralisation a suscité la mise en forme d'un statut de l'élu local, sans doute incomplet et injuste, mais réel. L'idée reçue selon laquelle le statut de l'élu n'existe pas est fausse, notamment par contraste avec d'autres démocraties locales européennes ou par contraste avec l'inexistence d'un statut du militant associatif. Certaines dispositions des lois du 6 février 1992 et du 27 février 2002 cherchent à concilier le mandat local et l'exercice d'une activité professionnelle, à améliorer les conditions matérielles d'exercice du mandat, à offrir des garanties à l'issue de celui-ci, et à permettre aux élus de recevoir une formation. Bien souvent, l'évocation du statut de l'élu suscite d'abord les railleries pour les deux travers qui seraient les siens: la fonctionnalisation et la professionnalisation de la politique. La professionnalisation politique, phénomène majeur qui ne cesse de s'accentuer dans nos démocraties représentatives, constitue un enjeu décisif pour les citoyens. À la suite de Max Weber, on appelle professionnels de la politique ceux qui vivent pour et de la politique. Historiquement, cette professionnalisation accompagne... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.